Oh, salut les curieux! Ça va? Dans la première partie, nous avons surtout vu l'histoire de la photographie. Mais à l'heure actuelle, dans quel secteur d'activité est-ce qu'on peut voir un photographe? La réponse? Partout. Souvenez-vous, dans la première partie, je vous ai demandé dans quel art, entre le troisième qui sont les arts visuels et le huitième les arts médiatiques, pouvait se trouver le photographe. Eh bien, selon moi, ce sont dans les deux. Je vais vous expliquer ma façon de penser en faisant deux colonnes, une pour le troisième art et une autre pour le huitième, dans lequel je vais vous définir plusieurs types de photographes. Déjà, commençons par les paparazzi. Ce sont des photographes pour la presse People, Closer, Voici, Gala, etc., qui en général photographient la vie privée de personnes connues. Je le mettrai donc dans le huitième art, car cela relève du média. Ensuite, il y a les photojournalistes qui vont sur le terrain au cœur de l'action pour prendre des photos, pour influencer, informer ou sensibiliser les lecteurs en utilisant des textes pour argumenter leurs photos. Donc il y a les hop, direction le huitième art. On a aussi les photographes de paysages et par extension les astrophotographes qui photographient l'espace, les photographes aériens qui photographient la Terre depuis le ciel et les photographes sous-marins qui sont là pour faire découvrir et émerveiller le lecteur. Donc je les mettrai selon moi dans la colonne troisième art. Il y a les photographes animaliers, plus précisément des animaux sauvages, mais il existe aussi pour animaux de compagnie, et ils iraient selon moi dans le troisième art. Il y a bien sûr les photographes de mode, ils travaillent avec des maquilleurs, des mannequins, des directeurs artistiques. Celui-là, je le mettrai dans les deux colonnes, car oui, ça a un côté art visuel, mais sert aussi dans les magazines de vêtements, comme La Redoute par exemple. Il y a les photographes culinaires qui font généralement de la photo pour les restaurants, blogueurs culinaires ou autres, mais ils sont surtout là pour nous faire saliver, avouons-le. Donc, huitième art. Il y a les photographes sportifs qui sont surtout là pour informer lors des événements sportifs, huitième art. Il y a les photographes de rue qui sont plus dans la spontanéité. Ils prennent des clichés divers qu'ils trouvent intéressants, que ce soit ce vieux monsieur qui donne à manger aux pigeons, ce jeune garçon qui court en tenant du pain, ou simplement une personne allongée sur un banc. Je le mettrai clairement dans le troisième art. La plupart du temps, les photographes sont indépendants, car peu d'employeurs en ont besoin de leur effectif. Mis à part dans le milieu de la presse et de la mode principalement. Niveau salaire, c'est environ 1 800 € brut en début de carrière en tant que salarié. Cela dépend surtout du niveau d'études et de sa formation de photographe. D'ailleurs, parlons formation. Il existe le BTS photographie, disponible après un bac général, un bac technologique STD2A ou un bac pro photographie. Et après, vous pouvez enchaîner avec un bac plus 3 voire plus 5, selon l'école choisie et selon votre choix de carrière. Pour ceux qui souhaitent se reconvertir, il existe aussi un BEP photographie ou des formations en photographie. Et pour ceux qui veulent simplement faire un loisir, armez-vous simplement d'un appareil photo ou d'un téléphone, regardez des tutos, partagez vos photos et surtout, faites-vous plaisir. J'ai pu interviewer deux photographes, Jean-Simon et Florian, qui sont co-gérants d'un studio qui se prénomme Extra Studio, et vous allez voir leur point de vue de ce que sont pour eux les photographes à l'heure actuelle. Allez, vas-y, à toi la balle. Je commence la balle. Moi je suis Florian Sau, je suis co-gérant avec cette personne dans un studio qui s'appelle Extra Studio et au quotidien on peut donc dire que je suis photographe, mais je suis aussi beaucoup d'autres choses. On fait notamment de la vidéo, on fait aussi du tirage d'art. Et je suis Jean-Simon Laguarne, je suis co-gérante de la SRL Extra Studio avec Florian et fondamentalement ça fait 17 ans que je suis indépendante en photographie. Un photographe ou une photographe, c'est compliqué à définir parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de professionnels que de clients et autant de professionnels que de studios de photographie. Je dirais qu'un des traits communs à tous ces professionnels, c'est leur curiosité du monde qui les entoure. Ouais, je crois qu'un ou une photographe, c'est quelqu'un qui porte son regard sur ce qui l'entoure, des objets, des gens, des situations, et qui, de par sa technique, va retranscrire ce regard en images. J'aurais du mal à dire à partir de quel moment précisément. C'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que toute la curiosité que je pouvais avoir pour le monde qui m'entourait était super bien servie avec cet outil que je venais de découvrir et qui était un appareil photo. Donc ça a été un peu cette démarche-là au début qui m'a fait commencer la photo en tant qu'amateur. Et ensuite, j'ai découvert que ça pouvait être un métier. Mais ouais, c'est ce besoin de s'exprimer.
C'est le besoin de regarder le monde autour de soi un peu différemment. Alors moi je fais partie du siècle d'avant. C'est-à-dire quand j'étais petite, on faisait des photos. Quand on envoyait des gamins en vacances scolaires, on l'envoyait avec un appareil jetable en fait. Donc il y avait ce côté de capturer les choses qui nous touchaient. Spoiler alert, c'était souvent pas très bon. Et après, je crois que j'ai réparé en fait un vieux réflexe argentique de ma mère, qui était l'objet lui-même me fascinait. Alors grosse réparation, j'ai changé les piles et bam, il a remarché. Et du coup, j'ai hérité de l'appareil dont personne voulait se servir pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui avec les réflexes numériques. C'est compliqué, machin truc. Donc, je me suis retrouvé avec cet outil-là et j'ai commencé à ah le troll. En fait, je me suis retrouvé avec cet outil qui me permettait d'avoir ce recul vis-à-vis des situations et de pouvoir les transcrire. Et c'est qu'au moment du bac, en fait, où j'ai vraiment commencé à produire de l'image pour moi, en soirée, dès qu'on allait dans des friches avec les amis et que je voulais garder des traces de ça. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait un vrai moyen de s'exprimer plus que de juste appuyer et de garder une trace, quoi. Je pense que tous les chemins, à un moment, il y a rencontré un appareil photo. Je me souviens d'une consoeur ou d'un confrère qui avait comme premier appareil un truc Sanrio avec un Hello Kitty, quoi. C'était genre une webcam avec une carrosserie, quoi. Et en vrai, à partir du moment où on voit qu'on peut capturer des images et que ça fascine, parce qu'il y a une fascination, je pense, de tous les photographes pour l'image, c'est le truc de « j'ai figé le moment, je me suis accaparé cet instant et c'est mon instant ». Quand un photographe arrête l'image, il arrête une réalité qui n'est que la sienne. Même si je fais une photo sur un fond blanc d'un produit, l'angle, la lumière, le moment va faire que je vais créer une réalité presque parallèle qui est celle que j'ai décidée. Et je pense qu'au début de tous les photographes, il y a cette fascination de dire j'ai appuyé sur le bouton, ça a arrêté l'image et maintenant elle est à moi, quoi. Et puis, la photo, c'est un des seuls moyens de justement pouvoir s'arrêter sur quelque chose. De pouvoir appuyer littéralement sur pause dans la vraie vie. Les premières photos que j'ai faites, c'était beaucoup des photos de macro, parce que ça me permettait de voir des détails que j'arrivais pas forcément à voir, ou que j'avais pas suffisamment de temps pour les comprendre, pour les analyser, pour décrire un petit peu les choses. Et il y a cette vraie notion de mettre pause effectivement sur un instantané qui n'existe déjà plus et qui n'existera probablement plus, mais d'avoir ce temps de regarder, ce qu'on a autour de soi, en fait, aussi simple soit-il. Comme j'ai eu la chance de me rendre compte que la photo pouvait être un métier suffisamment tôt, et que j'ai eu la chance d'avoir des parents aussi qui m'ont permis de prendre cette voie-là. Moi, j'ai interrompu mes études de lycée général pour me réorienter et pour partir en lycée professionnel pour faire un bac professionnel photographie. J'avais 17 ans à l'époque, j'étais en première, et du coup, je me suis réorienté et je suis allé en bac pro photo pour une durée de 3 ans. Dans une école qui en plus, alors ici on est au Mans, mais dans une école qui est juste à côté, dans une petite ville à côté du Mans. Moi, j'étais dans un coin où clairement il fallait aller jusqu'au bac. Enfin, c'était vraiment la pierre de base. Donc j'ai péniblement, parce que pareil, ça m'intéressait pas du tout ce qu'on me proposait, j'ai péniblement eu un bac S, à la suite duquel je suis allé vers l'art. Je savais pas trop dans quelle branche, parce que comme c'était pas une option pour mes parents, il fallait, enfin pour mon père en tout cas, c'était pas une option du tout d'aller vers une carrière artistique. Donc il a fallu que je fasse un peu mon défrichage seul. Et en fait, il s'est avéré que pas très loin de chez moi à l'époque, moi je suis de la région parisienne, je suis allé aux Beaux-Arts de Versailles, qui était une école des Beaux-Arts municipale et qui proposait en fait des premières années entre gros guillemets de découverte, mais où on pouvait toucher à la sculpture, à la gravure et à la photographie. Et moi j'avais déjà un peu le nez sur la photo et il s'avère que j'ai fait comme ça 3 ans là-bas où je rendais plus souvent les travaux en photo qu'en peinture ou en dessin. Et jusqu'à ce que je quitte l'école parce que j'étais en désaccord avec les professeurs parce que je n'étais pas une élève très studieuse et que je voulais faire que de la photo. Mais après, j'ai tenté des concours et l'âge avançant et les opportunités faisant, en fait, je suis arrivé dans le monde du travail beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru parce que j'ai monté mon entreprise, je crois, 1 ou 2 ans après. On a eu cette réflexion-là avec Florian à un moment en se disant
combien ça coûte de faire des études sup en photo, parce que moi j'ai eu Florian en tant que stagiaire à la fin de ses études. Siècle dernier. Et donc quand il m'a dit, moi j'hésite à aller vers un bac, enfin des études supérieures post-bac en photo, en fait c'était simple, il y avait un montant d'études et il y avait un montant de ce que ça coûte de ne pas faire d'études. Et là effectivement, pour vous donner une idée, une formation correcte, si vous ne la faites pas rembourser parce que vous êtes professionnel et que vous avez cotisé, vous allez dans une grande école, vous dites voilà de l'argent pour me former à être photographe de mode. Les 2 modules de photographie de mode, ça va être 10 000 €. Donc en fait, faire une formation initiale qui vous donne des bases saines dans tous les domaines qui va durer 2 ou 3 ans, on peut dire oui, ça va coûter 15, 20, 30 000 € selon les études, selon les voyages, selon les stages, selon ce qu'on veut. Pour quelqu'un qui a un cerveau scolaire, qui veut avoir une vie hors de la photo. J'ai plein de jeunes aujourd'hui qui viennent en stage, qui nous disent moi, je vais voir les copains, j'ai de la famille, j'ai du machin, j'ai des pressions sociales qui font que y a des jours où on me dit non, ramène pas ton boîtier, et à l'inverse, des jours où on me dit ramène ton boîtier, c'est le mariage du cousin, fais des photos. Donc fondamentalement, faut avoir à la fois l'envie d'apprendre seul, les moyens de se mettre en marge et d'acquérir des compétences seules, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, je veux dire, fondamentalement. Oui. Et après, il y a un gros... Il y a une grosse différence entre le fait d'apprendre seul, comme tu l'as fait, et le fait d'apprendre, de commencer à apprendre en étant accompagné, parce qu'à un moment, cet apprentissage seul, il doit arriver. C'est une obligation pour progresser en photo. Mais les études initiales, et je parle vraiment des études initiales, donc BEP aujourd'hui et Bac Pro Photo, ont cet avantage-là de donner des opportunités, de se confronter à certains sujets. La formation initiale a quand même cet intérêt de donner des opportunités de montrer des choses, de manipuler du matériel, d'être face à des professeurs qui vont pouvoir répondre à des questions, et c'est un mais qui est fondamental dans l'apprentissage de la photographie, même si on est en études initiales, même si on est en études supérieures, c'est que la pratique de la photo, elle doit être littéralement constante. La photographe est une personne qui a besoin de faire des images pour vivre. Pas pour vivre financièrement, pas pour vivre. Et c'est ce que tu disais, tu avais besoin de boire, de manger, de faire des photos. Et c'est en fait presque la clé de voûte de quelqu'un qui fera de la photo son métier, parce que ça nécessite une implication personnelle qui est énorme, au même titre que toutes les activités entrepreneuriales d'une manière générale, si on décide de se lancer en tant qu'entrepreneur, mais aussi au même titre que toutes les activités artistiques, la photo est un mix des deux. Et donc forcément, cette implication-là, elle est presque démesurée pour des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique-là, etc. Et pourtant, elle est indispensable. Parce qu'on ne peut progresser qu'en faisant des photos, qu'en faisant des erreurs. Pour faire des erreurs, il faut faire des photos. La base, c'est de faire des photos. C'est vraiment le truc. Et donc oui, ces études initiales, elles vont permettre de se confronter à certaines situations, d'avoir des petites TP qui sont bien tranquilles, qui sont bien cool, qui nous permettent d'apprendre d'avoir des notions de comment composer, d'avoir des notions de comment exposer. Mais tant qu'on ne s'est pas un peu cassé les dents de façon personnelle, c'est très compliqué d'arriver à un niveau qui tient la route, qui est embauchable ou qui est suffisant pour monter une structure derrière. Et trouver sa patte, évidemment. Et ça vient avec le temps, ce genre de choses-là aussi. Et avec les expériences. Il y a une réalité, c'est que là, on a volontairement restreint aux compétences photographiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont embauchables, qui ne seront jamais indépendants. Parce qu'autour, il y a les soft skills. Donc, toutes les compétences qui vont permettre d'accentuer la compétence photographique. Si vous n'aimez pas les êtres humains, si vous n'aimez pas le contact, si vous n'aimez pas partager des choses, des émotions, comment voulez-vous faire un mariage? Comment voulez-vous faire un portrait? Comment voulez-vous aller chercher un client dans un domaine? Même quelqu'un qui fait du produit, à un moment, il est face à une directrice marketing, un président directeur général, un artisan. Bref, le contact, il est permanent. Et ça, il y a plein de gens qui sont hyper forts en technique, qui sortent de BTS, ils ont le diplôme, mais ils ont tout à apprendre. Et c'est ce qui est très dur à entendre. Moi, je compare souvent la photographie aux arts martiaux. Parce que pour beaucoup de gens, c'est genre, ouais, une fois que je suis ceinture noire, c'est bon. Et quand vous parlez à un ceinture noire, il dit non. Quand tu es ceinture noire, tu connais un peu toutes les techniques. Et après, tu vas te spécialiser. Tu vas aller chercher les nuances. Un photographe, une fois qu'il s'est exposé, faire un peu un cadre, c'est cool.
Maintenant, dans tous les domaines, je peux vous trouver des contre-exemples où la personne, une fois qu'elle a la technique, elle a encore tout à apprendre. Un photographe animalier, s'il change de région, il change d'animaux, il change de méthode. Un photographe de produit, selon la matière, selon la culture visuelle autour du produit, va pas photographier pareil une bouteille d'un grand nom de la parfumerie ou un produit mécanique usiné. Il faut en permanence se remettre en question et être au goût du jour. Il y a des photographes qui sont extrêmement bons, qui du jour au lendemain perdent le truc parce que ils sont arrivés. Ils se disent bon bah là c'est bon, j'ai plus rien à apprendre, j'ai mon style, j'ai mon truc. Le problème c'est que les clients ils achètent le style pendant 5 ans. Au bout de 5 ans ils disent qu'est-ce que tu as de nouveau à nous donner parce que nous on a envie de voir quelque chose de neuf. Et c'est là où effectivement les soft skills, tout ce qui va autour, on peut avoir la meilleure technique du monde. Si on fait des photos qui sont plus à la page, si on fait des cadrages qui sont entendus et déjà vus, à un moment, notre niveau il stagne. Et c'est ce qui fait que la passion de la photo, elle doit être dévorante. Je me souviens d'une interview d'un des guitaristes de AC/DC à qui on disait « Aujourd'hui, vous êtes un maître de la truc ». Et il dit « Non, moi je suis encore étudiant. » quoi. Je veux dire, moi quand j'ai commencé la photo, il était hors de question de tourner de la vidéo. Aujourd'hui, je réalise des vidéos. Entre les deux, il a fallu que j'apprenne un langage, que je m'intéresse au cinéma, que je m'intéresse à comment on monte, comment on parle avec la vidéo et qu'est-ce qui est différent avec le langage de la photo. On a des confrères qui se mettent à la 3D, on a des confrères qui se mettent au drone. Tous ces métiers sont différents. En fait, à un moment, il faut être aussi hyper humble avec notre médium. Si on apprend tous les jours, c'est juste pour rester dans le bain, pour acquérir les nouvelles choses. Là, on vient d'avoir un nouveau boîtier au studio. Il a 150 trucs différents du précédent de la même marque. Il va falloir apprendre, il va falloir expérimenter sur notre temps libre. Des fois, chez les clients, on va se dire, tiens, c'est rigolo, tiens, je me souviens de cette fonction que j'ai vue dans une vidéo YouTube, on va l'essayer. Et voilà, il faut rester curieux, rester à l'écoute de tout ça. Ça vaut pour la photo, mais je pense que ça vaut pour tous les domaines. À partir du moment où on a admis qu'on arrêtait d'apprendre en disant « ça y est, j'ai tout appris ». Et on se coche la petite case, a tout appris dans sa vie. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus être un bon professionnel. Si, je sais. Non, je sais. Quelqu'un qui souhaite se lancer en photographie professionnelle aujourd'hui, inscris-toi à un syndicat. Ça réunit tous les points qu'on a dit. Ouais. Il va rencontrer des confrères et des consoeurs qui ont de l'expérience, qui ont fait des conneries, parce qu'on a tous fait des conneries, qui ont fait des conneries, mais qui vont aider cette personne à ne pas les faire, à ne pas les refaire. J'ai mis énormément de temps à rejoindre un syndicat, parce qu'à l'époque, j'étais persuadé qu'on était dans un monde de concurrence, machin, c'est de la grosse merde. Il faut aller dans des syndicats. Il y en a 2 majoritaires selon le domaine d'expertise. Il faut y aller parce que dans les syndicats, on va connaître ses droits. En tant qu'indépendant, on en a. On va se former, faire des concours, développer un esprit de bonne pratique et in fine, en fait, mieux vivre sa pratique. Il faut aller dans les syndicats. On le dit à nos stagiaires, on le dit aux gens qui viennent nous voir. On a des stagiaires qui sont des gens assez âgés, qui font des changements de voie passé 40 ans, qui disent « bon, j'en ai marre, je veux aller vers mon truc de passion ». On leur dit « va au syndicat ». C'est de l'argent, le moindre cent qu'on donne à un syndicat, c'est de l'argent qu'on récupère ensuite, tout simplement parce que ça fait évoluer, ça fait grandir. C'est simple, hein. On est globalement post-Covid. En 2020, le fait d'avoir adhéré au syndicat, la FFPMI, pour ne pas le nommer, ça a fait en sorte que la boîte existe encore aujourd'hui. Voilà, factuellement, le meilleur exemple, c'est celui-ci, parce que grâce au fait d'avoir eu des informations précises nous concernant spécifiquement sur notre métier et sur toutes les nuances de notre métier. Le syndicat, il sait faire la nuance, il sait faire la différence, il sait demander aux instances décisionnaires d'appliquer une certaine nuance. Donc nous, on a pu continuer à travailler avec des règles très précises, mais adaptées à notre métier, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de demander des aides, ce qui fait qu'on a pu continuer à développer notre chiffre d'affaires, développer notre société, continuer à se payer presque normalement. Tout ça parce qu'on avait de l'information. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont été payés pour faire valoir nos droits et pour nous donner cette information-là. Et donc, dans des temps comme ceux qu'on a maintenant, qui sont globalement compliqués pour de l'entreprise individuelle et pour la société, le fait d'avoir des personnes qui comprennent les subtilités de nos métiers, comme peuvent être les syndicats en photo, c'est une très 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 grosse valeur ajoutée. Puis il y a un autre truc, c'est que en fait, le syndicat, si on arrive à un moment où on ne sait plus à qui poser la question, statistiquement, on va trouver quelqu'un qui pourra y répondre. En fait, dans le syndicat, vous allez avoir des gens qui sont
hyper spécialisés. Moi, des fois, j'ai eu besoin d'avoir des portes ouvertes dans certains domaines. Et je suis allé voir des confrères et ils savaient qu'en fait, j'avais les bonnes pratiques et que j'allais pas essayer de leur voler un client. Mais ils m'ont dit, bah tiens, appelle un tel, à tel numéro, tu vas voir, tu lui dis que tu viens de ma part, pas de souci, il va te filer les bons contacts pour que tu puisses aller plus loin. Par exemple, c'est pas judicieux. Pour donner une idée, il y a la photographie scolaire. Vous lancez, quelqu'un vient vous dire, hey, vous voulez pas faire les photos de l'école de vos gamins ? Oui, ouais, mais en fait, il y a un cadre légal dans la photographie scolaire. Mais des trucs pointus. Et en fait, ça, c'est au bulletin officiel. Alors vous allez me dire, ouais, tout le monde peut accéder au bulletin officiel. Le truc, c'est que pour trouver une vraie info pertinente sur un métier, sur les 14 lois qui sortent tous les jours des chambres parlementaires françaises, il faut se lever de bonne heure. Les syndicats sont là pour ça. Donc vraiment, ne plus être seul, voir des gens qui disent « mais moi j'ai passé un concours, ça m'a forcé à m'améliorer, est-ce que tu veux qu'on le passe ensemble ? On va parler de tes images. » Bref, grandir dans tous les sens du terme et se protéger, c'est tout ça. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais dit faut être humble. J'aurais trouvé un terme générique, mais aujourd'hui, tout ça s'est réuni en un truc. C'est une fois tous les mois, se réunir et parler avec des confrères, ça fait tout. Ça fait groupe de parole, ça fait session d'entraînement, ça fait échange, resto. Enfin, je vois pas d'intérêt de passer outre une cotisation à un syndicat professionnel aujourd'hui pour un photographe. Enfin, photographe et vidéaste, parce qu'aujourd'hui, oui, parce que maintenant, ils regroupent puisque les agglomèrent. Mais les métiers sont tellement proches et il y a tellement de double activité comme nous, on l'a fait. Autant que les personnes qui fassent que de la vidéo puissent aussi bénéficier de tout ça. Mais oui, non, clairement, syndicat, oui. Il y a un truc, c'est un truc qu'on dit vraiment à tous nos stagiaires et qui est vraiment hyper important. La photo, moi, c'est toute ma vie, vraiment. Je respire photo. Je me suis débrouillé pour créer autour de moi un espace qui me satisfasse dans mon métier. Donc, mon métier aujourd'hui, j'ai une activité artistique, j'ai mon métier. Tout ça marche bien. Il y a plein de gens pour qui la photo peut rester une passion. Et c'est bien mieux comme ça. On a aujourd'hui des sirènes à se lancer en indé, à être libre, à être machin. Il y a plein de gens qui, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, de soft skills, d'envie, etc., ne pourront pas être de bons professionnels. Ne devenez pas professionnel juste parce que ça a l'air plus chouette que votre métier. Il faut être passionné, accro. S'il y a le moindre doute, faites des stages, rapprochez-vous des syndicats, échangez avec des professionnels et voyez combien de red flags ça s'adresse. Si vous dites, ouais, effectivement, moi je suis stressé à l'idée de chercher du boulot, mais en fait, quand on est indépendant, on cherche du boulot tous les jours. Un client qui n'aime pas votre boulot, il ne va pas vous payer la facture. Clairement, il va falloir se bagarrer pour récupérer des sous. Imaginez-vous chercher du boulot tous les jours. Fondamentalement, il y a plein de gens à qui ça ne convient pas. Et en réalité, sur ma promo de 14 personnes à la fin du bac, je ne sais pas qui l'a eu et qui ne l'a pas eu, mais partons du principe que les 14 l'ont eu. Je crois que, donc actuellement, je suis sûr que nous sommes au moins 2 à avoir continué dans la photo. Je crois une 3e personne. Ça fait un pourcentage qui est assez faible quand même, mais qui est... c'est cool d'avoir la photo comme passion. Juste comme passion. C'est vraiment quelque chose de cool parce que il faut comprendre que oui, ok, là aujourd'hui, on va se présenter en tant que photographe. Ok, ouais, effectivement, on est photographe. Non, en fait, moi, mon métier, 8 heures par jour, c'est chef d'entreprise. Pour de vrai. Parce que oui, je suis un chef d'entreprise qui a une entreprise qui fait de la photo. Mais je suis avant tout chef d'entreprise. Donc effectivement, bon, ça nous a fait un petit bloopers entre guillemets. Ouais, le téléphone qui sonne. Ouais, mais là, le coup de fil, il faut que je le prenne parce que c'est mon rôle de chef d'entreprise là maintenant et ce coup de fil, je l'attendais. Il faut faire la compta, faut discuter avec les avocats, faut discuter avec les clients, faut discuter avec les services juridiques, commerciaux et comptables de nos clients pour leur dire de payer notre facture qui est arrivée à échéance. Et en fait, dans le vrai monde de la vraie vie de l'entreprise, on passe 40% du temps à faire de la photo. Et on est, je crois, les gens les plus têtus. C'est-à-dire qu'on 40%, c'est une marge très haute, mais parce qu'on a essayé d'optimiser et de sous-traiter, de déléguer les tâches dans lesquelles on a assumé de ne pas être assez doué. Et donc, on a sous-traité. Alors, on a un expert comptable qui nous prend un maximum de tâches parce qu'on ne voit pas l'intérêt de faire autrement. Quand on a des questions juridiques, plutôt que de chercher des heures sur Google de mauvaises réponses, on a un avocat qui nous facture les questions, mais c'est normal. En fait, on fait vivre un écosystème comme des chefs d'entreprise. Quelque chose que souvent les gens oublient. Quand on est photographe indépendant, encore une fois, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on doit déléguer. Et fondamentalement, dans nos métiers, on est entre 20 et 30% du temps passé à faire
à pratiquer vraiment notre métier. Donc on est chef d'entreprise, quoi. C'est ça. Globalement, notre métier aujourd'hui, c'est de faire vivre ce studio. On le fait vivre en faisant de la photo. Mais il y a énormément de tâches qui sont parallèles et c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre, mais c'est applicable à tous les domaines dès lors qu'on parle d'entrepreneuriat. Alors il y a deux solutions. C'est de faire de la photo de 9h à 18h et ensuite de faire tout le reste de 18h à 2h du mat. Voilà, donc ça normalement ça dure à peu près 1 an et demi jusqu'à ce qu'on claque un énorme burn-out. Je l'ai fait, je le sais, ça marche pas, voilà. Et puis après, il y a être rationnel, raisonnable, comprendre que manger c'est cool et que dormir c'est cool aussi. Et du coup, on cherche à déléguer, on cherche à s'entourer de partenaires de confiance, on peut chercher à s'associer également, et surtout on va chercher à faire son taf de façon efficiente. Si je devais résumer ça, en fait, c'est dans un arc, c'est est-ce que tu es hyper passionné de la photographie? Si oui, est-ce que tu es assez passionné pour en faire moins que si tu étais amateur, sans choisir forcément tes sujets, parce qu'il y a des fois des petites contraintes aussi, hein. Quelqu'un qui veut faire un sujet spécifique qui n'est pas un sujet qui rapporte, globalement, il a de fortes chances de devoir le faire en amateur. Et si, oui, je suis prêt à aimer la photo à tel point que je vais devenir bon dans d'autres domaines autour, donc dans la gestion, dans la compta, dans le légal, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais voilà. Fondamentalement, si je suis prêt à aimer mon métier à tel point que je vais en faire un peu moins et que je vais faire plein d'autres métiers autour, ouais, je peux devenir indépendant en photographie. Si j'aime juste la photographie, mieux vaut en faire le week-end, ce sera carrément plus satisfaisant. Parce qu'en fait, on n'a pas de client qui a des attentes en face. On peut faire littéralement ce qu'on veut dans les délais qu'on veut. Si on veut passer 1 an sur un projet, on peut passer 1 an sur un projet. Nous, si on nous dit, voilà, il me faut en urgence une photo, en fait, on ne peut pas inventer du temps libre. Il faut la faire en urgence. Donc effectivement, la personne la plus passionnée de photo, il faut qu'elle se questionne si elle est prête à sortir de sa zone de confort et d'acquérir de nouvelles compétences au-delà de la photo. Et là, effectivement, go, faire de la photo son métier, c'est une vraie option. Merci à Florian et Jean-Simon pour l'interview. N'hésitez pas à checker leur site, leur Facebook et leur Insta. Sachez aussi qu'ils ont créé une chaîne YouTube il y a quelques temps sur l'univers de la photographie qui s'appelle Codex Photo et je conseille pour tout amateur de photos et celles et ceux qui sont curieux. D'ailleurs, voici un petit guide des appareils numériques actuels si jamais vous souhaitez vous lancer en photographie amateur. On en dénombre 4 types. On a d'abord les appareils photo compacts qui sont petits, peu onéreux, à objectif fixe. Ils sont surtout là pour une utilisation familiale. On les trouve entre 3 et 500 voire 700 euros ou aussi moins, mais en fait ils font de moins en moins de poids face à nos smartphones. Voilà. Après on a les réflexes qui sont les plus utilisés par les photographes, qu'ils soient professionnels ou non. Il offre de nombreuses possibilités, profondeur de champ, sensibilité et bien d'autres choses. Il a une meilleure qualité d'image, un objectif interchangeable et un plus grand capteur. Pour le prix, c'est généralement autour de 1000 euros, mais ça peut très vite monter à 2, 3, 4000 euros avec ou sans objectif. Après, on a les bridges qui sont un bon compromis entre le réflexe et le compact, mais qui ont plus un côté compact, c'est-à-dire qu'ils ont un objectif fixe. Mais par contre, ils ont une meilleure qualité d'image et leur prix est un minimum 300 euros et ça peut monter jusqu'à 1000 euros. Et après, il nous reste les hybrides qui sont aussi un croisement entre le réflexe et le compact, mais qu'eux, ils sont plus côté réflexe, car ils ont un objectif interchangeable et ils ont aussi une très bonne qualité d'image. Et pour le prix, c'est environ entre 600 et 1500 euros environ. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Insta, Curieux de métier. S'il y a des métiers qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais peut-être en faire une vidéo un jour. Qui sait? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, restez curieux.